Nous allons passer au prix de l'étudiant en compagnie de Mathilde Dauquier. Bonjour Mathilde. Mathilde est responsable de projet au Sésame. Avec un micro, ce sera mieux. Merci beaucoup Cécile. Et Jean-Paul Thomas, responsable du département assurance transport chez France Assureur. Alors le prix de l'étudiant, c'est un classique de ce rendez-vous Paris Maths. Je vais peut-être demander qu'on ferme les portes. Un mot sur ce prix, Mathilde, peut-être un petit rappel sur ce prix. Non, oui, c'est un classique. Oui, effectivement, le prix de l'étudiant est un classique maintenant puisqu'il a été créé en 2015 par le comité d'organisation avec 3 objectifs principaux. Le premier, c'est promouvoir le marché. On m'entend ? Oui, pardon. Promouvoir le marché de l'assurance maritime et transport et aviation pour accroître la visibilité de nos métiers. On sait, et vous le savez tous mieux que moi, que nos métiers sont encore trop souvent la face cachée de l'iceberg. Donc le travail du Sésame consiste à... essouffler, pardon, excusez-moi, consiste à resserrer les liens entre le monde académique et le monde professionnel pour que les étudiants comprennent l'intérêt de nos métiers et qu'ils aient envie, et le lauréat à qui nous allons remettre le prix dans quelques minutes en est un bon exemple. Jean-Paul, sur le process de sélection peut-être. Alors, en fait, le process de sélection, il est indispensable puisque le Sésame reçoit un nombre assez important de mémoires et le jury ne peut pas lire l'ensemble des mémoires qui sont adressées au Sésame. Donc, il y a un processus de présélection avec Pascal et Mathilde qui font un premier tri, si je peux m'exprimer ainsi. Et ensuite, et un grand merci en tout cas aux volontaires qui lisent les mémoires qui ont été présélectionnées et en fonction d'une note qui est fixée à 14 si ma mémoire est bonne. Alors il n'y a pas de note particulière, c'est généralement effectivement voilà, 14. Il faut dépasser... mais il y a une première sélection qui est faite. On a reçu cette année, pour vous donner un exemple, une quinzaine de mémoires au Sésame. Et sur ces 15 mémoires, ils sont tous d'abord lus par Pascal et par moi, ou en tout cas étudiés, pour vérifier l'intérêt de ces sujets. Et on confie ensuite chacun de ces mémoires à des professionnels dans la salle, et Pascal les a cités en ouverture du rendez-vous. On cherche des professionnels, des techniciens. Donc si parmi vous, certains ont des âmes de lecteurs, n'hésitez pas, on est toujours à la recherche de personnes qui veulent bien faire cette lecture. Et une fois qu'on a sélectionné ces lecteurs, on leur confie donc ces mémoires pour une première lecture, avec une première évaluation et 6 critères pour cette évaluation. C'est important de les rappeler. On évalue dans cette première évaluation d'abord l'intérêt des sujets pour vos métiers. On veut des sujets d'actualité, on veut des sujets qui ne sont pas uniquement des compilations de sources jurisprudentielles ou doctrinales. On veut des sujets qui soient bien rédigés. Ça paraît aller de soi, mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis des sujets où il y a une problématique qui est posée dès le début et où il y a des solutions qui sont proposées. Donc voilà, ces 6 critères sont évalués et c'est ensuite Jean-Paul Thomas qui reprend la main comme président du jury final et qui finit par faire ce choix. Alors un petit rectificatif, hein, je suis qu'un humble membre du jury et le jury il est présidé par le professeur Gaël Piette de Bordeaux qui ne pouvait pas être là ce matin et Papa Triglesser qui est ancien président du Sésame et vice-président du tribunal de commerce de terre et de mer du Havre. Donc on se réunit, on échange sur les mémoires qui nous sont transmises. Donc il y avait 5 mémoires cette année. Donc sur les 15 que Mathilde vient de citer. C'est un processus qui nous prend un petit peu de temps parce qu'il faut les lire attentivement. Le critère de sélection principal, c'est l'intérêt du point de vue de l'assurance. Et avec un critère, si ce n'est subsidiaire, supplémentaire cette année, c'est qu'on a essayé de trouver ou de retenir un mémoire qui était en prise avec l'actualité.
Et donc avec ces deux critères cumulés, on a retenu... Voilà. Donc c'est Cécile qui donne le résultat des courses. Non, je fais juste le roulement de tambour, je ne suis pas très doué, mais c'était ça. Alors voilà. le gagnant cette année? Alors c'est un mémoire de Louis Chéronnet qui est intitulé « L'assurance risque de guerre du navire affrété à temps, un choix juridique et budgétaire questionné par le conflit russo-ukrainien ». Donc vous voyez qu'on est dans l'actualité. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est l'actualité. Venez nous rejoindre, Louis, et félicitations. Ouais. Bravo. Félicitations. Venez, je crois que vous êtes accompagné. Vous êtes accompagné de l'un de vos enseignants. Est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être? Oui, je suis accompagné du responsable administratif du Master 2 Transport international de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Stéphane Douard. Alors peut-être en quelques mots, parce qu'on a eu le titre, c'est déjà assez parlant. En quelques mots, qu'est-ce qu'on doit retenir? Mettez-vous au milieu, Louis, vous serez mieux. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Sur quoi porte votre thèse? Alors, ma thèse, mon mémoire de fin d'études, est le résultat de 2 années d'apprentissage au service souscription corps et machines du GAREX, supervisé par Jean de Lavergnole. Et durant ces 2 ans, mon travail s'est partagé entre cotation pour des couvertures annuelles et cotation pour des voyages en zone à risque aggravé. 8 mois après mon arrivée au sein du GAREX, déclenchement de la guerre en Ukraine et des impacts assurantiels. Donc le GAREX a commencé du jour au lendemain, à côté des voyages en mer Noire. Or, cette situation de cotation en pleine guerre de haute intensité n'avait pas été vécue par le marché du risque de guerre depuis 40 ans lors de la guerre des tankers dans le Golfe Persique. L'élément déclencheur de mon mémoire a été le retour négatif des courtiers d'assurance, disant que les affréteurs contestaient la cotation. C'est-à-dire que les affréteurs contestaient le montant de la surprime à payer pour faire une escale en mer Noire. Et à ce moment-là, je me suis posé plein de questions. Que viennent faire ici les affréteurs? De quel droit, au niveau de la charte partie, ils peuvent contester le montant de la surprime risque de guerre? Et quelles en sont les raisons? D'ailleurs, comment sont évoqués les devoirs et obligations des parties concernant l'assurance risque de guerre lors d'un affrètement à temps? Et de fil en aiguille, je me suis dit qu'un contrat standard sur le marché du shipping, l'affrètement à temps, va voir son économie bouleversée par une situation de guerre. Or, pour comprendre cet impact économique, il faut comprendre le raisonnement juridique. En effet, concernant l'assurance, 2 forces se font face. L'armateur, d'un côté, veut faire assurer son navire à moindre risque. En tant que propriétaire, il veut être certain que son navire est correctement couvert et il peut faire porter ce coût sur l'affréteur. De l'autre côté, l'affréteur qui n'a pas d'intérêt assurable dans le navire va essayer de minimiser ce coût afin qu'il n'affecte pas ses marges. Je suis donc parti du constat que, d'une part, ce conflit remet en cause une pratique économique, le transport international, d'autre part, une technique juridique, l'affrètement, et enfin, une prestation de service cardinale à l'aventure maritime, l'assurance. C'est donc ces 3 piliers qui m'ont amené au titre suivant, l'assurance risque de guerre du navire affrété à temps, un choix juridique et budgétaire questionné par le conflit russo-ukrainien. Et on va s'en sortir ou finalement on ne va pas réussir à assurer? Eh bien, en réalité, pour répondre à cette question, il faudrait prendre l'angle de vue que j'ai adopté dans mon mémoire, c'est-à-dire un angle de vue juridico-économique. En fait, tout dépend du coût de revient de la prestation d'assurance. C'est-à-dire à quel prix les assureurs sont-ils prêts à apporter une capacité. Et ça, je pense que c'est une question essentielle que j'ai étudiée dans mon mémoire. C'est-à-dire que, en effet, le risque de guerre n'est pas un risque de fréquence, mais d'intensité. Et l'une des difficultés soulevées par cela, c'est que ce n'est pas un risque qui est modélisable et que les assureurs ont beaucoup de mal à quantifier financièrement le risque de guerre, puisqu'une approche actuarielle n'est pas applicable. Voilà. Est-ce que vous avez un conseil à leur donner à tous ces assureurs? Je suis désolé, hein, je vous taquine parce que vous êtes à l'aise.
c'est avoir en tête, lors des cotations de renouvellement et lors des premières cotations du contrat d'affrètement maritime et de la répartition des devoirs et obligations de l'affréteur et du fretteur. Puisque c'est vrai que lorsque j'étais au Garex, je cotais des voyages avec des taux de marché et je n'avais pas conscience que finalement la contrepartie qui supportait le coût de cette assurance, au final, c'était l'affréteur. Donc c'est peut-être avoir un peu plus conscience de la manière dont le shipping fonctionne contractuellement. Et peut-être se souvenir que le risque de guerre, il n'est pas si vieux que ça, enfin, il n'est pas si loin que ça. Non, il faut... Non, ma question... On avait eu tendance à oublier l'importance du risque de guerre. Je peux aller jusque-là ou... Ah oui, totalement. D'ailleurs, l'une des grandes conclusions de mon mémoire, c'est que cette situation du conflit russo-ukrainien a créé un effet de seuil sur la perception de son assurance, de cette assurance, la perception de son achat, du processus d'achat, la perception de son coût, et qu'aujourd'hui, les opérateurs de transport se rendent compte du coût du risque de guerre. Et ce que ça coûte concrètement d'envoyer son navire en mer Noire ou traverser la mer Rouge actuellement. Et ce qui aurait été intéressant, c'est remettre en parallèle les quelques conclusions que je porte dans ce mémoire avec la situation actuelle en mer Rouge et voir si finalement, est-ce que ces conclusions qui ont été appliquées à la mer Noire sont aussi applicables en mer Rouge. Ce serait un exercice intéressant. Je pense qu'on peut vous applaudir, Louis, franchement. Mathilde, c'est un plaisir de voir des étudiants aussi impliqués. Alors peut-être un mot sur l'implication. Si, un mot sur l'implication de vos étudiants, très volontiers. Puis Mathilde aussi, je voudrais l'écouter. Je tiens à vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous nous faites. Et je suis très heureux de partager le résultat d'un pur produit de l'université que Louis représente vraiment très très bien. Nous en sommes très heureux. Et cet accueil que vous nous faites est d'autant plus important pour nous que nous avons fait le pari de l'apprentissage voici maintenant 20 ans. Quand on a fait ce pari, il y avait je crois qu'il y avait à Paris 4 formations de niveau Bac plus 5 qui étaient en apprentissage. Maintenant, il y en a plusieurs centaines. Et je vois que ce résultat est la preuve que nous avons fait le bon pari. Merci. Alors pour les entretiens d'embauche, ce sera en bas. Je voudrais juste ajouter que le mémoire de Louis sera sans doute publié sur le site du Sésame. Donc, si vous voulez le lire, n'hésitez pas, il sera disponible. Et peut-être un dernier mot, le mémoire n'est pas très volumineux, il est très agréable à lire, écrit dans un style, je dirais pas journalistique, mais pas loin. Et il y a des interviews intéressantes et de qualité. Et peut-être le dernier mot, c'est que votre directeur de mémoire est Antoine Persson de LDA, oui. Et donc ce qui a sans doute aussi contribué à sa qualité. Hein. Et ce mémoire est aussi très parlant visuellement, puisque je me suis donné du mal, vraiment, je me suis impliqué sincèrement dedans, et j'ai essayé de construire quelques logigrammes qui sont très visuels sur la répartition des devoirs et obligations du fretteur et de l'affréteur, sur le processus de cotation, le processus de placement assurantiel alternatif de l'affréteur, et c'est des choses qui sont très visuelles. Et voilà.